Ma contribution aujourd'hui consistera surtout à poser un certain nombre de questions. Je peux parler beaucoup plus fort, mais je vais fatiguer rapidement. C'est comme vous voulez. Non? Entre les deux? Entre les deux, d'accord. Donc, la Révolution française invente-t-elle l'État-nation? La réponse va être assez rapide, non. Non, car elle invente d'autres choses. Je vais y revenir. Pour réfléchir sur la manière dont se construit le concept d'État-nation, il faut bien évidemment réfléchir à ce que sont les États dans leur dimension historique, à ce que sont les nations dans leur dimension historique, et il faut faire entrer un certain nombre d'autres concepts, et notamment les rapports qu'entretiennent et les États et les nations entre elles, c'est-à-dire les relations inter-étatiques ou les relations dites internationales. Le problème, c'est que les relations dites internationales, elles n'existent pas avant 1789, puisque par définition, ce ne sont pas les nations qui gouvernent les relations entre les États, puisque les nations ne gouvernent pas. Seuls les princes, les souverains gouvernent. Et évidemment, ce n'est pas la même chose. Donc cette question pose aussi la question de la souveraineté nationale. Qu'est-ce que la souveraineté nationale dans son rapport avec les autres souverains? Et lorsqu'on pose la question de cette manière-là, on doit évidemment tenter d'historiser nos outils d'analyse, c'est-à-dire qu'on doit essayer de comprendre à la fois l'apparition des États-nations, mais en même temps comprendre en quoi les États évoluent dans l'histoire et en quoi les nations évoluent dans l'histoire. Et donc je vais insister sur ces deux aspects, et j'insisterai également ensuite sur la manière dont les révolutionnaires posent la question du rapport de la nation avec les autres nations, pour montrer que précisément leur programme n'est pas celui de l'État-nation, leur programme est un programme universaliste, ce qui est fort différent. Alors, revenons en arrière sur l'historiographie. Dans l'historiographie du XIXe siècle, les premiers historiens de la Révolution française, ceux de la génération 1820-1830, les Thiers, les Minier, etc., ces premiers historiens de la Révolution française considèrent que, même s'ils n'utilisent pas le terme, mais ils considèrent que l'association entre État et nation, sous la conduite de la bourgeoisie, est l'objectif fondamental de la Révolution. C'est le but de la Révolution. La Révolution ne se justifiait que parce qu'elle était à l'origine de l'association de l'État et de la nation, pour Thiers et Minier. Cette idée, qui a une grande postérité, est liée évidemment au concept de révolution française comme révolution bourgeoise. Concept qui a été fort critiqué depuis maintenant plusieurs décennies. Alors, reposons-nous la question de la définition de l'État-nation. Qu'est-ce que la revendication d'un État-nation? C'est l'idée que les aspirations nationales, que le sentiment national ne peuvent se réaliser que dans le cadre d'un État particulier, délimité par des frontières, défendu par une armée nationale. Je schématise, mais enfin ça ressemble un peu à ça. C'est également l'illusion que les obstacles à la réalisation des potentialités nationales se situent hors de la nation elle-même. Comme l'écrit Jean-Yves Guillaumard il y a plusieurs années, le principe des nationalités postule, je le cite, que la domination dont il s'agit de se libérer est exclusivement vécue comme issue d'une conquête, posée comme le fait d'une puissance étrangère qui, pour ses intérêts propres, entrave toute expression du génie national. Donc l'État-nation culturellement homogène, soudé autour d'une conception commune de son identité, est une fiction. Ça n'a jamais existé, pas plus dans le XVIIIe siècle qu'aujourd'hui. Les prétendus États-nations du XIXe siècle, et là je pense que Mathilde développera ça tout à l'heure, sont des États dans lesquels les populations, les langues sont loin d'être homogènes, et qui de surcroît sont presque tous colonialistes. Ce qui évidemment pose un problème lorsqu'un État colonialiste prétend être un État-nation, puisque de fait les espaces coloniaux sont exclus en général de la nation, en tout cas au XIXe siècle. On peut dire en revanche que ce qui a été réalisé pendant la Révolution française, c'est pas l'association de l'État et de la nation, c'est l'association de la patrie et de la nation. La patrie, c'est pas le sol, c'est pas les frontières. La patrie, c'est le lieu dans lequel sont garantis les droits de l'homme. Contrairement à l'État-nation, qui peut dériver, et qui dérive, on le sait, au XIXe siècle, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, qui peut dériver vers le nationalisme, l'association patrie-nation n'est pas incompatible avec une conception universaliste de la citoyenneté. Le patriotisme n'est pas exclusif, en tout cas celui du XIXe siècle, n'est pas exclusif d'une citoyenneté universelle. En revanche, le nationalisme, comme vous le savez, est l'exaltation du sentiment national
je cite là le petit Robert, une source pas très historique, mais quand même, donc le sentiment national, accompagné parfois de xénophobie, d'une volonté d'isolement. C'est aussi la subordination de la politique intérieure au développement de la puissance nationale et la revendication du droit d'affirmer à l'extérieur cette puissance sans limitation de souveraineté. Or, précisément, ce nationalisme-là n'existe pas au XVIIIe siècle. Il n'existe absolument pas. On ne peut pas parler de nationalisme pendant la Révolution française. On peut parler de patriotisme, mais certainement pas de nationalisme. Enfin, en tout cas, pas dans ce sens. Le nationalisme, et là je cite un autre historien, Charles Tilly, qui dit que le nationalisme impulsé par l'État a créé le nationalisme aspirant à un État. Fondamentalement, la revendication de l'État-nation ne part pas de la nation, elle part de l'État, pour ses propres intérêts. La révolution des droits de l'homme n'est pas à l'origine du nationalisme. En tout cas, c'est mon point de vue. Pourtant, cette idée que la Révolution française et l'État-nation sont des créations qui se produisent dans le même moment, c'est quelque chose qui est développé, qui est repris par une partie de l'historiographie. L'idée nationale serait l'idée révolutionnaire par excellence, en tout cas l'idée nationale exclusive serait une idée révolutionnaire, et elle ne pourrait avoir pour fin que la construction d'un État national défini par ses frontières, par ses institutions, par son esprit, etc. Or, lorsqu'on regarde de près les théories politiques des Lumières et donc des révolutionnaires dans ce domaine, on constate que l'idée de la construction d'un État-nation, au sens contemporain du terme, est totalement absente. Pour la plupart des philosophes du XVIIIe siècle, et j'utilise le terme philosophe dans son sens le plus générique, c'est-à-dire l'ensemble des gens qui interviennent dans un débat, pour la plupart d'entre eux, l'ordre européen, qui est le fruit de la réaction des États à l'évolution géopolitique, on pourrait dire, au XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle, cet ordre européen s'est transformé en un système d'oppression des peuples. Ce système est marqué par une opposition, qu'on pourrait qualifier de dialectique, entre les intérêts des nations et l'ambition des princes. L'ordre des nations est un ordre public, l'ordre des souverains est un ordre privé, des souverains en tant que princes. Et donc, c'est cette opposition entre le caractère privé de la politique des souverains et le caractère public de la société des nations, pas avec un grand S et pas avec un grand N évidemment, la société civile des nations, cette opposition-là qui nécessite la construction d'autre chose, d'un autre ordre. Et il y a toute une série de débats pendant les Lumières autour de ce que pourrait être un ordre européen ou un ordre mondial, même si évidemment l'expression ordre européen ou ordre mondial n'existe pas. On parle de système politique de l'Europe, on parle de droit politique de l'Europe, etc. De même, le concept de souveraineté absolue d'un État est soumis à la critique. Certes, la quasi-totalité des philosophes admet que la souveraineté particulière d'une société humaine, et ils ne parlent pas de souveraineté de l'État, ils parlent de la souveraineté d'une société politique, comme on dit à l'époque, cette société d'une souveraineté politique particulière, cette souveraineté d'une société politique particulière, elle est soumise à un droit supérieur. Soumise à un droit supérieur qui est le droit d'humanité, que l'on qualifie souvent à l'époque de droit des gens, dont on peut voir peut-être une des formes de l'origine du droit international, même si l'expression droit international se construit explicitement contre l'idée de droit des gens. Parce qu'on ne parle de droit international qu'à partir du premier tiers du XIXe siècle. Avant, on parle de droit des gens. Le mot lui-même, droit international, est inventé par Jeremy Bentham, le philosophe anglais, précisément contre l'idée de droit des gens. Et donc, on peut avoir un exemple de cette subordination de la souveraineté particulière au droit d'humanité, par exemple chez le philosophe Mably. Dans un de ses ouvrages les plus connus de l'époque, Les Entretiens de Phocion, qui date de 1763, Mably met en scène un dialogue entre un jeune Athénien, Aristias, et Phocion. Et Aristias demande à Phocion s'il peut exister une vertu qui soit supérieure à l'amour de la patrie. Y a-t-il plus élevé que l'amour de la patrie ? Phocion répond que l'amour de la patrie n'est pas l'une des vertus premières nécessaires à la société. Je ne vais pas vous donner la citation entière, elle serait trop longue, mais j'en dis quelques mots. L'amour de la patrie, donc répond Phocias, s'il n'est pas hanté sur d'autres vertus, c'est-à-dire s'il n'est pas appuyé sur d'autres vertus, ne produira point les miracles que vous imaginez. J'en suis fâché pour vous, mon cher Aristias, il en est de l'amour de la patrie comme de l'économie, de la générosité, etc. Soumis comme elle à une vertu supérieure, il doit comme elle lui obéir.
ou ses erreurs loin de servir la République en précipiteront la décadence. Cette vertu supérieure à l'amour de la patrie, c'est l'amour de l'humanité. Donc, sans l'amour de l'humanité, l'amour de la patrie n'est qu'un comportement aveugle et injuste, dit Mably. Donc, pour la plupart de ces philosophes, et pour la plupart des révolutionnaires qui pensent avec les philosophes, même s'ils n'appliquent pas la philosophie des Lumières, ça le soit, mais qui pensent avec les philosophes, la souveraineté particulière n'est pas la valeur suprême. L'amour de la patrie n'est pas la valeur suprême. Alors, il y a des divergences. Quelqu'un comme Rousseau considère l'amour de la patrie comme une valeur suprême. Ça, ce sont les débats internes aux Lumières, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais en tout cas, pour les révolutionnaires, le droit d'une société à définir les éléments de sa souveraineté, y compris nationale, ne sont pas indépendants du droit d'humanité. Donc les acteurs de la Révolution ne se sont pas posés seulement la question d'affirmer le droit de tout peuple à se constituer en société civile, ils ont également réfléchi à la réciprocité de ce droit à l'intérieur de l'humanité. C'est-à-dire que, pour paraphraser l'historienne Florence Gauthier, ils ont réfléchi à la constitution de la police, P-O-L-I-S, mais aussi à la définition de la cosmopolis, et les rapports entre la mise en place de la nation et la mise en place de la cosmopolis. C'est ce que j'ai appelé dans un ouvrage déjà ancien, la cosmopolitique de la liberté. C'est-à-dire qu'on ne peut pas poser la question de l'État-nation ou la question de la souveraineté pendant la Révolution française indépendamment du rapport de la nation avec l'extérieur, avec les autres peuples, avec les autres nations. En tout cas, aucun des commentateurs ne le pose dans ces termes. C'est-à-dire qu'ils ont tous une conception des rapports de la nation avec l'extérieur qui n'est pas proprement française. C'est bien que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen n'est pas celle des Français. Elle ne laissera pas plus dans la Déclaration des droits de 1793. En 1795, ça évolue, on a les droits de l'homme en société. Mais même malgré cette déclaration de 1795 qui est plus restrictive, aucun des acteurs ne pense le devenir de l'État-nation dans le cadre des frontières de la nation ou de l'État. Alors je ne peux pas développer cet aspect, je l'ai développé dans plusieurs travaux. Je voudrais simplement dire que pour les contemporains, ce qui est mis en avant, ce n'est pas la puissance nationale, ce n'est pas la souveraineté nationale absolue. Ce qui est mis en avant, c'est que pour sortir de l'état de guerre entre sociétés, entre nations, il faut créer ce qu'on appelle une fédération des peuples. Une fédération des peuples. Alors le mot de fédération des peuples ne doit pas être compris comme l'idée de la création d'un État fédéral. D'ailleurs, le mot État, il faudrait quand même le réduire à sa juste expression. Qu'est-ce que construit la Révolution française? Est-ce que la Révolution française construit un État? Peut-être. Sous l'Ancien Régime, l'État, c'est l'État royal. C'est l'État de justice, police, finance. Et aussi l'État de guerre, le roi de guerre. Cet État, c'était un État qui est foncièrement un appareil de caractère exécutif. Il exécute la volonté du souverain. Même la loi est donnée au nom de la volonté du souverain. En 1789, ce qui se passe, c'est que précisément, il y a un renversement absolu entre l'exécutif et le législatif. C'est-à-dire que pendant la plus grande partie de la Révolution française, en tout cas jusqu'en 1995, et même au-delà, c'est le législatif, le pouvoir législatif, l'expression de la volonté nationale, ou de la volonté générale, si on utilise ce concept, qui prend le pas sur le pouvoir exécutif. Et de ce point de vue-là, l'État révolutionnaire n'a pas grand-chose à voir avec l'État monarchique, même s'il y a évidemment des continuités, même si évidemment il y a des administrations locales, des administrations intermédiaires et tout ce que vous voulez. Il n'empêche que c'est le pouvoir législatif, et le pouvoir constituant pour une bonne partie de la Révolution, qui est le pouvoir central. C'est un fait. Donc la Révolution française construit-elle l'État français? Moi, c'est une expression qu'évidemment je n'utilise jamais, parce que l'État français, on sait ce que ça veut dire au XXe siècle, et je vois ça parfois dans des copies d'étudiants, l'État français. Je souligne et je mets toujours un point d'interrogation. Qu'est-ce que ça veut dire l'État français? La Révolution française ne construit pas l'État français. La Révolution française, elle ne construit pas la nation française, parce que la nation, elle préexiste à l'État. Ce que fait la Révolution française, c'est qu'elle fait de la nation un nouveau concept, elle lui donne un nouveau sens, un sens totalement inclusif. Mais ce concept de la nouvelle nation politique créée par la Révolution française n'est pas accolé à l'idée d'un État censé représenter la nation, cette nation. Ce qui est censé représenter la nation, c'est le pouvoir législatif. Et le pouvoir législatif n'est pas au XVIIIe siècle pensé comme une partie de l'État, avec un E majuscule.
Il est pensé comme la représentation de la nation. L'État, avec un E majuscule, c'est ce que nous on appellerait peut-être, on en discutera, l'appareil d'État. C'est-à-dire l'appareil exécutif visant à faire exécuter la décision du pouvoir constituant ou du pouvoir législatif. Et donc, et j'en terminerai sur encore un point et demi, si vous me permettez, ce que fait la Révolution, c'est pas de créer l'État. Le créateur de l'État contemporain, c'est Napoléon. Certainement pas la Révolution française, même si évidemment, Napoléon s'appuie sur l'expérience politique depuis 1789 et la mise en place, etc. Mais l'État exécutif, tel que nous le connaissons aujourd'hui encore, c'est celui de Napoléon, c'est pas celui de la Révolution. Alors on pourra me dire que Napoléon est le fils de la Révolution. Je sais bien, mais sur ce point, je crois qu'il est précisément exactement l'inverse. Sur ce point, en tout cas. Donc la Révolution française n'invente ni la nation, ni l'État-nation. Ce qu'elle invente, la Révolution française, c'est un nouveau sens du mot nation, et ce qu'elle développe, c'est un projet national subordonné aux droits de l'humanité. C'est-à-dire un projet patriotique, au sens propre du terme. Car le patriote n'est pas exclusif, le patriote est celui qui veut autant le bonheur des autres nations que celui de la sienne propre. C'est ce patriotisme réciproque qui est au centre de la plupart des théories révolutionnaires et des discours révolutionnaires. Alors attention, et je terminerai là-dessus, ce que je viens de dire est une généralité. Il va de soi que dans le cours de la Révolution française, selon les contextes, selon les moments, il y a des divergences entre groupes politiques, entre acteurs politiques. Il y a bien des gens qui défendent parfois un point de vue qui n'est pas universel, qui est étroitement français. Mais lorsqu'on regarde globalement les théories politiques de ce temps, on n'a pas un point de vue nationaliste. Jamais. On a un point de vue patriotique. N'oublions pas que la patrie, le patriotisme, n'est pas le nationalisme. Je vous remercie.